Maintenant qu'on a l'affiche de cette finale de la présidentielle, on va chaque jour sur Boursorama vous faire une espèce de petit comparatif des programmes entre les deux finalistes. Et aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir d'achat. Qui en fait le plus en matière de pouvoir d'achat? On en parle avec Xavier Timbaud pour l'OFCE. Bonjour Xavier. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, on le sait, l'inflation continue d'accélérer en France. On est à 4,5% aujourd'hui. Et donc, cette question du pouvoir d'achat, on le savait, et des difficultés à boucler les fins de mois, ça reste évidemment le sujet numéro un de cette campagne. Et sur le second tour, on imagine bien que ça restera aussi un sujet important. Pour vous, quel est le mieux disant là-dessus, sur celui ou celle qui a le plus de mesures impactantes pour le pouvoir d'achat? J'ai écouté ce matin Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui disait la première réponse au pouvoir d'achat, c'est de trouver un travail. Et là, on se demande si il a raison, quelque part, mais en même temps, ça en dit long aussi sur le fait que ce n'est pas une thématique sur laquelle Emmanuel Macron, candidat, s'est positionné par rapport au président Macron. Oui, vous avez raison. C'est pas, enfin, peut-être qu'il ne faut pas voir ça en termes de mieux disant, mais en termes de plus disant. Et puis, bien distinguer ceux des deux candidats qui ont des mesures qui ont un impact qui peut jouer tout de suite et qui est très circonstanciel et conjoncturel. Et puis ceux qui sont peut-être dans une perspective un peu plus longue. Il a raison, je vous coupe 2 secondes parce qu'on voit Richard Ferrand là derrière moi. Il a raison ou pas Richard Ferrand quand il dit quelque part la première réponse au pouvoir d'achat, c'est de trouver un travail? La première réponse, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une réponse importante. Et c'est sûr que dans l'évolution du pouvoir d'achat en France, au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, le fait que le chômage ait baissé, c'est un élément très important pour faire du revenu pour les ménages, du salaire. Parce que quand on retrouve un emploi, oui, il y a une augmentation de salaire, on recharge les droits à chômage, et donc pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est évidemment absolument essentiel. Donc oui, c'est un élément important. Même si c'est pas celui qui aujourd'hui concerne le plus les Français. Et les Français sont confrontés à des hausses de prix d'un certain nombre de biens, en particulier l'énergie, qui sont à la fois très visibles et très anxiogènes. Et donc voilà, la question c'est de savoir est-ce qu'on répond à ce côté plus immédiat du besoin de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'on s'engage dans un travail de fond sur 5 ans, disons, et à court terme, à apporter du pouvoir d'achat. le plus disant, alors pas le mieux disant, vous dites le plus disant, je vous ai coupé, c'est quel est le plus disant? J'ai le sentiment en apparence que c'est Marine Le Pen. Quand j'ai regardé la liste des mesures, il y en a beaucoup plus chez Marine Le Pen. On va les citer évidemment, que chez Emmanuel Macron, candidat. Oui, il y a plus de mesures chez Marine Le Pen, il y a plus de mesures avec un impact immédiat, en particulier sur le prix de l'énergie, avec des mesures immédiates, et puis un plan de re-régulation des prix de l'énergie, avec toujours un message un peu sous-jacent qui est d'abord une grande méfiance par rapport au marché, et puis aussi l'idée de sortir quand même du cadre européen et des dommages éventuels qu'il aurait pu faire sur les prix de l'énergie. Il y a aussi une mesure de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Et donc là, c'est 2 exemples de mesures qui ont un impact assez rapide. C'est estimé à plus de 15 milliards d'euros, assez rapide sur le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, c'est même très très important, parce que 15 milliards d'euros, c'est une somme considérable. Le gouvernement en a mis 30 quand même depuis 6 mois sur les mesures d'aide, encore une fois, aux Français en matière d'énergie. Voilà, ça c'est vrai, et de ce côté-là, effectivement, Emmanuel Macron n'est pas resté en reste. Il a mis en place un bouclier tarifaire avec une négociation sur le prix de l'électricité, un gel du prix du gaz, avec une prime sur une ristourne à la pompe sur le prix de l'essence. Donc tout ça, c'est des mesures effectivement qui ont joué, qui ont coûté très cher, qui indiquent à quel point d'ailleurs ces mesures directes sur le pouvoir d'achat, sur les prix de l'énergie, sont des mesures extrêmement coûteuses et donc qui ont coûté 30 milliards. Alors la différence avec Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, ça serait des mesures qui coûteraient autour de 15 milliards par an. Donc c'est tous les ans, ça s'accumule, alors que le bouclier tarifaire, il est censé retomber assez rapidement, une fois que les prix d'énergie sont revenus à la normale, ou en tout cas au mois de juillet, quand la plupart des dispositifs vont s'arrêter. Donc elle en fait plus. Au final, on a dit baisse de la TVA sur l'énergie, aussi sur les biens de première nécessité. Instituer une part fiscale, ça c'est pour Marine Le Pen, complète dès le 2e enfant. Baisser les cotisations patronales pour permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de 10%. Suppression de la redevance télé qu'on retrouve d'ailleurs chez Emmanuel Macron. Pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et renationaliser les autoroutes pour faire baisser de 15% les péages. C'est des grosses mesures, celles que je notais, peut-être qu'il y en a d'autres. Donc elle en fait plus alors. Si on additionne tout ça, oui, elle en fait plus. En tout cas, elle en fait plus dans son programme.
Voilà, c'est un programme qui vise à tirer le chaland en quelque sorte, et donc qui met en avant des mesures avec un effet immédiat, des mesures qui sont très compréhensibles et très simples pour les électeurs potentiels, et donc qui sont effectivement pour les attirer. Le problème, c'est que quand on additionne tout ça, ça fait beaucoup d'argent, et donc la question qui peut se poser, c'est comment ça va fonctionner, c'est-à-dire est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné une espèce de tournant de la rigueur comparable à celui de François Mitterrand en 82-83. Ou alors à laisser filer les déficits. On sait que quand on laisse filer les déficits, quand la Banque Centrale Européenne n'est pas là pour acheter des titres de la dette publique française, ça se termine par des hausses d'impôts. Hein. Voilà, ça peut se faire très mal et c'est terminé par des hausses d'impôts, voire par une sortie de l'euro et donc une dépréciation. Oui, mais elle n'en veut franc. pas. Il n'y a pas de sortie de l'euro. Non, elle n'en veut pas, mais si on est en conflit avec l'Europe sur un certain nombre d'éléments, dont les déficits, dont l'inflation, dont les mesures spécifiques, on peut imaginer qu'il y ait une mayonnaise qui monte petit à petit de ce côté-là et qui puisse conduire à des scénarios assez catastrophes. En tout cas, vous avez noté qu'il n'y avait pas pour le moment de fébrilité sur les marchés financiers, mais on peut imaginer que tout ça aura aussi des conséquences sur les marchés financiers et donc pourra remettre en cause l'équilibre budgétaire de toutes ces mesures. Lesquels des deux, encore une fois, on voit bien que Marine Le Pen a fait plus de promesses sur le pouvoir d'achat qu'Emmanuel Macron, elle en fait plus, mais quel est le plus crédible des deux sur le pouvoir d'achat? Alors, il y a l'angle de la crédibilité, on en a un petit peu parlé avec les aspects budgétaires. Oui. Je dirais qu'il y a un angle sur la question des prix de l'énergie qui est, c'est pas très populaire de dire ça, mais il y a un angle de responsabilité. C'est-à-dire, on voit mal comment on peut rendre compatible la transition environnementale avec une baisse massive des taxes, des prix de l'énergie. Mais on priorise en disant que d'abord on résout le problème des fins de mois avant le problème de la fin du monde. Oui, d'accord, mais donc ça veut dire qu'en fait on ne s'occupe pas du problème de fin de monde et que... on le met entre parenthèses, le temps d'aider ceux qui en ont besoin. Oui, mais là on le met en parenthèse pour longtemps et on ne voit pas très bien dans le programme de Marine Le Pen à quel moment on va prendre des mesures sur le prix de l'énergie. Par ailleurs, le prix de l'énergie dans les mesures qui sont proposées par Marine Le Pen, il n'y a absolument aucune différenciation entre les ménages nécessiteux et les autres. Et donc, en fait, on va baisser le prix de l'essence pour celui qui a un gros véhicule qui consomme beaucoup, et ça sera la même chose pour celui qui a besoin d'utiliser son véhicule pour se déplacer. Donc, il y a de ce point de vue-là aucune mesure qui vise à favoriser l'adaptation à la transition. Donc, avant même la question de la crédibilité, c'est une question de hiérarchie et de responsabilité vis-à-vis du climat qu'on peut mettre en doute dans le programme de Marine Le Pen. Ensuite, en termes de crédibilité, disons qu'il y a d'un côté des mesures très directes, sans trop se soucier des conséquences, qu'elles soient budgétaires ou économiques ou climatiques. Et puis de l'autre côté, il y a l'idée que on va reposer sur la baisse du chômage fondamentalement par plus d'emplois, plus de salaires, de productivité pour apporter du revenu aux ménages. Avec un petit risque politique, je dirais, qui est que quand les gens retrouvent du travail, ils ne sont pas forcément reconnaissants au président ou au candidat. Et ils pensent qu'ils ont surtout retrouvé le travail grâce à eux, grâce à leur démarche et grâce aux efforts qu'ils ont ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Alors que quand on baisse les taxes sur l'essence, vous pouvez dire ça c'est le gouvernement qui a baissé les taxes. C'est pas mes efforts qui sont récompensés ici. C'est vraiment la mesure qui avait été annoncée. Donc il y a vous voyez ce caractère plus séduisant du populisme, même si on peut quand même globalement souhaiter que les taxes sur l'énergie restent relativement élevées et que le chômage continue de baisser, parce que ces deux éléments peuvent rendre compatible en fait la fin du mois et la fin du monde. Ouais. C'est précisément. Xavier, j'ai pas donné la liste, encore une fois. Il a multiplié, le président sortant, les annonces en matière de pouvoir d'achat ces dernières semaines. Indexation des retraites sur l'inflation, retraite minimum à 1 200 €, triplement de la prime exceptionnelle, cette fameuse prime Macron qui pourrait monter jusqu'à 6 000 €, suppression de la redevance télé. On a le sentiment comme que le président Macron a fait plus pour le pouvoir d'achat, je l'ai dit, que le candidat Macron. Que le président Macron a fait plus pour le pouvoir d'achat que... Oui, que le président Macron en exercice a fait plus pour le pouvoir d'achat que ce qu'il y a dans son programme en tant que candidat. Oui, c'est vrai, parce qu'une des principales mesures par lesquelles le président Macron a fait du pouvoir d'achat, c'est par cette baisse du chômage, et que voilà, il ne peut pas s'engager non plus sur une baisse du chômage à venir, ou en tout cas pas plus que ça. Il y a quand même un certain nombre de mesures qui vont dans le sens du pouvoir d'achat, l'indexation des retraites, qui est présente chez Marine Le Pen aussi, c'est un sujet assez important. Vous avez noté aussi que
le candidat Macron parle de moins en moins du passage de la retraite à 65 ans, et que là, il y a probablement une concession qui est faite en la matière à la situation politique. Donc, mais je pense qu'effectivement, Marine Le Pen a très bien compris que la question du pouvoir d'achat, elle était critique dans le débat du second tour, et que sa capacité à pouvoir aligner beaucoup de mesures, même s'il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de responsabilité, il y a un problème de logique d'ensemble, que sur ces annonces-là, elle peut déborder Macron. Et effectivement, ça fait de cet endroit-là un champ de bataille tout à fait important pour le premier tour, pour le deuxième tour. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bonne journée. Merci David. Salut.